Je vous remercie, Monsieur le Président de séance. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers amis de la francophonie. Avant de vous parler de mon programme, je voudrais vous dire ce qui m'amène devant vous. Je suis congolaise, je suis africaine. Mon histoire m'a appris très tôt que l'on peut appartenir profondément à son pays tout en étant ouvert à plusieurs mondes. Mon nom porte une mémoire. Pour autant, je ne viens pas devant vous seulement avec un nom, mais avec une expérience, une responsabilité et une conviction. Lorsque j'étais enfant, l'Égypte est devenue pour ma famille une terre d'accueil, de protection et de fraternité. Mon père, Patrice Emery Lumumba, le premier ministre du Congo, en 1960, quelque temps, il savait qu'il allait être assassiné. Et il cherchait un lieu pour sécuriser sa femme et ses enfants. Il a demandé au président Sékou Touré, qui lui a dit « Ah, mon frère, ce n'est pas le meilleur endroit pour la sécurité ». Il a demandé au président Kwame Nkrumah du Ghana, il lui a donné la même réponse. Ils lui ont dit « Écoutez, la meilleure réponse pour nous, c'est l'Égypte, du président Gamal Abdel Nasser. » Le président égyptien a accepté. Mon père a accepté d'envoyer femme et enfants. Mais ce qui est extraordinaire, les deux hommes ne s'étaient jamais vus, mais ils se connaissaient. Ils partageaient les mêmes valeurs, les valeurs de l'indépendance totale, de la souveraineté nationale, de la solidarité africaine et de l'unité entre les peuples. Et moi, je suis le produit de cette fraternité. Je suis le produit de cette solidarité africaine. Donc, non seulement nous sommes arrivés en Égypte, nous avons été exfiltrés par l'armée égyptienne sous mandat de l'ONU. Et le général de l'armée, des forces armées de l'ONU qu'à l'époque était marocain. Donc, pour vous dire, et les soldats à l'aéroport étaient égyptiens, étaient suédois. Nous avons eu des vrais faux passeports égyptiens. Mon grand frère François était Tarek, Patrice était Omar et moi j'étais Fatma. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en Égypte. Et le président Gamal Abdel Nasser était pour nous un oncle. Nous étions ses enfants adoptifs. Et lorsque nous étions là, on a dit à l'ambassadeur égyptien qui nous a exfiltrés, M. Abdelaziz, qu'on appelle Papi, de confection musulmane, M. Abdelaziz, vous allez en faire de très bons musulmans. Il a dit jamais. Leur père me les a donnés chrétiens, ils resteront chrétiens. C'est pour vous dire que je suis aussi, que la culture, le respect de la culture de l'autre dans laquelle j'ai grandi. J'ai appris le français en Égypte. À l'école Notre-Dame des Apôtres, qui existe toujours, j'ai appris l'arabe et je parle les langues officielles de mon pays. Ce plurilinguisme est une richesse qui me permet de créer des ponts entre les peuples. J'ai grandi entre les langues, les cultures et les sensibilités. J'ai choisi de servir mon pays en qualité de vice-ministre de l'Information et de la Culture, puis de ministre de la Culture et des Arts. Ces responsabilités m'ont appris que la culture n'est pas un supplément d'âme, mais une force de cohésion, de dignité, de paix et de rayonnement. En tant que secrétaire général de l'Union africaine des chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture et des professions au Caire, j'ai découvert l'autre visage de notre continent, celui des entrepreneurs, des femmes dynamiques, de sa jeunesse, de ses créateurs et de ses diasporas. C'est ainsi que j'ai vu notre potentiel. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de constater ce qui nous freine: les barrières administratives, les frontières économiques, l'accès inégal au savoir, les difficultés de mobilité et la circulation encore trop limitée de nos talents. Mon histoire, elle nourrit ma conviction que le dialogue, la paix et la dignité sont les seuls fondements durables de l'avenir. Je porte
une vision simple et forte, une francophonie tournée vers les peuples. Une francophonie tournée vers les peuples, c'est une francophonie dont l'impact se voit dans la vie quotidienne, à l'école, dans l'emploi, dans la mobilité, dans l'accès au numérique, dans la culture, dans la paix et dans la participation citoyenne. Elle ne se limite pas aux sommets et aux déclarations. Elle produit des services, des opportunités et des résultats. L'impact concret doit devenir le critère principal de l'action francophone et la mesure de sa crédibilité. Je veux une francophonie qui parle aux citoyens, qui répond à leurs attentes concrètes, qui renforce les capacités locales et qui associe les jeunes, les femmes, les collectivités et les diasporas à la définition des priorités. Une francophonie capable de devenir dans le XXIe siècle non seulement un espace de coopération entre États, mais également une véritable communauté mondiale de solidarité, d'intelligence collective, de créativité humaine et de paix entre les peuples. Concrètement, cela signifie une francophonie qui renforce son influence internationale. Nous devons mieux coordonner nos actions, parler d'une voix plus forte dans les enceintes multilatérales et mobiliser davantage des partenaires publics et privés pour soutenir nos ambitions. La francophonie doit être un acteur stratégique capable de peser sur les grands enjeux de notre temps. De plus, il faut une francophonie qui assume pleinement son rôle politique, ce qui implique une vigilance démocratique impartiale, une prévention active des crises, un engagement constant pour les droits humains et la sécurité humaine. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du jury, l'avenir de notre espace dépend de notre capacité à former, à connecter et accompagner des talents. L'éducation, la formation professionnelle, la mobilité académique et l'innovation numérique doivent devenir des priorités transversales, structurantes et visibles. Quels sont mes engagements? Tout d'abord, je m'engage à créer des rencontres interculturelles. Je souhaite une francophonie qui reconnaît les pluralités des histoires, valorise des identités, apaise les mémoires blessées et transforme la diversité en force de cohésion. Elle ne cherche pas à effacer les tensions du passé, mais à créer les conditions d'un dialogue respectueux entre les peuples. Je propose donc de créer une biennale des rencontres interculturelles francophones, parce que nous avons une telle diversité, une telle richesse. La biennale s'articulera autour d'un sommet des cultures francophones, d'un marché mondial des industries culturelles et créatives, d'une exposition universelle des arts francophones, d'un grand salon des innovations numériques et technologiques et d'un festival des patrimoines culinaires, d'un carnaval des musiques et des traditions populaires. De plus, je m'engage à la valorisation des langues sœurs. Les langues sœurs, ce sont nos langues par lesquelles nous parlons. Quelles sont ces langues sœurs dont je parle? Elles sont le lingala, le swahili, le bambara, le khmer, le monégasque, le créole, le néerlandais, toutes les langues par lesquelles nous sommes ici dans cette salle et chacun la parle. Mais quelle est la langue qui nous unit? C'est le français. C'est la langue qui nous relie, c'est la langue par laquelle nous parlons. Et lorsque nous valorisons nos langues sœurs, nos langues qui sont les vecteurs de nos identités, nous renforçons aussi le français. Parce que pour moi, le français, c'est la langue pivot qui est là. Ce n'est pas une langue de domination. En ce qui nous concerne, c'est une langue qui nous relie. C'est la langue du savoir, c'est la langue de l'innovation. Et lorsque nous parlons du français, 65% des locuteurs de la langue française sont en Afrique. Et l'Afrique est très jeune. Et la jeunesse est le cœur de la francophonie. La jeunesse, c'est la génération Z. C'est la génération du numérique. Au XXIe siècle, il n'est pas acceptable qu'un seul jeune soit hors connexion. Et cette jeunesse, qu'est-ce qu'elle demande? Cette jeunesse, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit en France, qu'elle soit à Tombouctou, qu'elle soit à Phnom Penh, qu'elle soit à Dakar, ils ont envie de faire partie du développement de leur pays. Mais nous nous retrouvons
quelque part dans certains pays francophones avec la fracture numérique. Mais cette jeunesse a besoin de formation et c'est par le numérique que nous réussirons à réduire cette fracture numérique par une formation accélérée par le numérique. Mais en parlant du numérique, il y a pour le développement de nos États francophones, d'abord, l'éducation de base. Or, l'éducation de base, souvent, malheureusement, quand l'éducation n'est pas gratuite, ce sont les jeunes filles qui sont évidemment marginalisées. Mais nous savons que par le numérique, par les applications qui existent, nous pouvons alphabétiser et scolariser ces jeunes filles, même dans les coins les plus reculés. Et c'est très important, en tout cas pour nous, pour la plupart des pays francophones, de faire en sorte que ces jeunes filles, non seulement apprennent à lire et écrire, mais qu'elles puissent avoir une formation et une alphabétisation qui leur permettent demain d'être autonomes financièrement. Et donc de cela. Et lorsque nous parlons de cela, qu'est-ce qui est important? Il est aussi important de promouvoir la mobilité, parce que quand je parle d'une francophonie plus solidaire, plus inclusive, plus proche des gens, il faudrait que ces jeunes qui ont besoin de formation, ces jeunes filles qui ont besoin d'école, ces entrepreneurs qui ont besoin d'investisseurs, il faudrait que nous puissions bouger, que nous puissions nous parler, que nous puissions dialoguer. Nous pouvons travailler ensemble, construire ensemble. La mobilité est l'un des instruments les plus concrets de la solidarité francophone. Elle doit bénéficier aux étudiants qui sont des doctorants, aux chercheurs, aux enseignants, aux artistes, aux entrepreneurs et aux jeunes professionnels dans le respect des compétences souveraines des États. L'objectif est de faciliter les échanges, les partenariats, les parcours professionnels et la circulation des compétences, sans créer d'obligations uniformes pour les États membres. Un mécanisme de mobilité francophone progressif et non contraignant renforce le sentiment d'appartenance, l'employabilité des jeunes, l'innovation et la coopération entre les sociétés francophones. Aujourd'hui, un immense changement est devant nous. L'intelligence artificielle. Je ne crois pas qu'il faille en avoir peur, mais il serait dangereux de la subir. L'intelligence artificielle transforme déjà l'école, les administrations, les emplois, la création culturelle et l'économie. L'école de demain ne sera pas sans professeur, ni une école qui ignore l'intelligence artificielle. Elle sera une école où le professeur reste au cœur de la transmission, mais dispose d'outils qui l'aident à mieux enseigner. Je veux que les jeunes de nos pays puissent apprendre les bases du numérique, de la cybersécurité, de l'entrepreneuriat et de la création des contenus, même lorsqu'ils n'ont qu'un téléphone, une connexion faible et un accès limité aux infrastructures. La vraie question est donc la suivante. Dans ce nouveau monde, le français sera-t-il une langue qui produit le savoir, qui invente, qui programme et qui décide, ou deviendra-t-il une langue que l'on traduit après coup? Je ne veux pas d'une francophonie qui découvre les technologies lorsqu'elles sont déjà conçues ailleurs. Je veux une francophonie capable de préparer ces jeunes, de protéger ces données, de valoriser ces langues et de participer pleinement à la création des outils de demain. Ainsi, je propose aux États et aux instances une alliance francophone pour l'intelligence artificielle et les langues. Son objectif sera concret. Développer des contenus, des données, des outils de traduction, transcription des voix qui comprennent mieux nos accents, nos expressions, nos institutions et nos réalités. Et je souhaite également mettre en place un pacte climatique francophone. Pourquoi un pacte climatique francophone? Parce que nombreux États francophones sont en première ligne face aux effets du changement climatique, alors même qu'ils disposent souvent de capacités limitées pour l'adaptation, la prévention des risques et la mobilisation des ressources financières. Un pacte climatique francophone permettrait de structurer une solidarité concrète autour de l'adaptation, de la formation des villes durables, de l'agriculture résiliente, de préserver
de la préservation des forêts, de l'accès au financement climatique. Il permettrait de discuter des mesures concrètes pour faciliter l'accès des États et gouvernements membres de la francophonie au financement climat. Avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, la francophonie peut apporter une valeur ajoutée en reliant climat, langue, expertise et coopération technique. Avant de poursuivre, je tiens à préciser que ma candidature n'est contre aucun État ni aucune personne. Madame la secrétaire générale Louise Mushikwabo a légitimement exercé ses deux mandats. Elle incarne désormais un pan de l'histoire de la francophonie que je respecte. La francophonie, parce qu'on parle souvent du conflit entre le Rwanda et la RDC, la francophonie n'est pas un lieu d'affrontement diplomatique. C'est contraire à ses valeurs. Moi, je propose une redynamisation de la francophonie, plus solidaire, plus inclusive et tournée vers les peuples. Mais il n'en demeure pas moins, au-delà du conflit de Rwanda et de la RDC dont on parle en exergue, il y a d'autres conflits à l'intérieur des États francophones. Il y a le conflit entre le Cambodge et la Thaïlande. Il y a aujourd'hui aussi la tragédie qui se passe au Liban. Il y a aussi ce qui se passe à Gaza. Et évidemment, comme je dis, la francophonie n'est pas le lieu des conflits, mais nous ne pouvons pas faire en sorte de dire que nous ne voyons pas ce qui se passe. Il s'impose à nous. Et moi, je propose la création de l'Académie francophone de la paix et du bien-être. Cette académie, elle va former des jeunes médiateurs, des experts du dialogue, des spécialistes de la prévention des conflits, des femmes et des hommes capables d'aider leur société à lutter contre la violence. Il faut que la francophonie soit une organisation protectrice de la paix et du bien-être de nos peuples. Un espace de dialogue capable d'éteindre les braises avant que le feu ne prenne. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté cette proposition et qu'il l'a dotée d'un budget de 10 millions de dollars. Enfin, je m'engage à optimiser l'efficacité de l'OIF par la lisibilité des priorités, la coordination des opérateurs, la simplification des procédures, le suivi, évaluation et la concentration des moyens sur les programmes à fort impact. Je souhaite une organisation plus agile, plus cohérente et plus proche des citoyens. Renforcer la redevabilité vis-à-vis des États membres et mettre en avant les effets positifs de chaque programme dans la vie des peuples francophones. Je m'engage à ce que la charte de la francophonie soit ma boussole, la déclaration de Bamako, notre exigence démocratique, et la déclaration de Saint-Boniface, notre guide de prévention, de médiation et de paix. Je veux être très clair, la francophonie doit agir avec les États, jamais contre eux. Je ne vous promets pas des miracles en un jour, je vous propose une méthode de cohérence et de résultats. Le secrétaire général ne réussit pas seul. Son rôle est de coordonner, de proposer, de rassembler et de rendre compte. Avec les États, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, les opérateurs de la francophonie, Agence universitaire francophone, TV5 Monde, Agence internationale des maires francophones, l'Université Senghor et les conférences ministérielles francophones, conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie, conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Je veux mieux relier les programmes, éviter les doublons et rendre visibles pour les peuples et rendre les résultats visibles pour les peuples. Je souhaite une économie francophone productive et mobile. Il faut que nos jeunes puissent créer une entreprise, trouver un mentor, accéder à un marché, présenter un projet
à des investisseurs développer une application sans avoir le sentiment que les frontières de l'espace francophone les enferment. Avec les chambres de commerce, les incubateurs, les collectivités, les banques de développement et les diasporas, nous pouvons faire circuler davantage les compétences, les idées et les opportunités. De Kinshasa à Montréal, de Dakar à Paris, de Port-au-Prince à Rabat, de Kigali à Phnom Penh, la francophonie doit être un espace où l'on peut imaginer, produire et coopérer. Enfin, je compte engager une politique de dialogue de haut niveau pour régulariser les arriérés et convaincre les États membres de l'importance de leur engagement financier. Il est nécessaire d'augmenter les contributions volontaires ainsi que les contributions fléchées selon les intérêts respectifs des États. Nous ferons appel au secteur privé, aux banques de développement et aux acteurs multilatéraux pour mettre en place des projets conjoints à fort impact. Excellence, la francophonie a besoin d'un leadership qui rassemble, qui apaise et qui transforme. D'un leadership enraciné dans l'histoire, mais tourné vers l'avenir. Notre diversité est notre force. Que vive la francophonie des peuples et que vive la solidarité entre les peuples. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Lumumba. Je n'ai pas encore d'intervenants affichés, mais je sais que le Laos voudrait prendre la parole pour représenter l'Asie. Est-ce que l'ambassadeur du Laos est... Oui. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord de remercier chaleureusement Madame Amato Lumumba pour la qualité de sa présentation. Notre délégation voudrait poser la question le suivant. Comment entendez-vous mobiliser les ressources et les fonds nécessaires pour appliquer votre vision et programme, ainsi que des réponses aux attentes croissantes des populations francophones, notamment en matière de développement durable, d'éducation, d'innovation et de la promotion de la diversité culturelle et de la langue française? Je vous remercie. Excusez-moi, je n'ai pas très bien suivi la question. Je suis désolé de mal exprimer. Je voudrais vous poser une question concernant votre par quel moyen et par quelle méthode vous pouvez mobiliser les fonds et les ressources financières nécessaires pour accomplir votre programme, ainsi que pour répondre aux besoins de notre espace francophone en termes de la promotion de la diversité culturelle et de la langue française ou le développement durable. Merci. Je vous remercie. Effectivement, vous avez raison parce que tout ce que je dis est bien beau, mais c'est un programme, effectivement, qui a besoin de financement. Évidemment, il y a les financements classiques qui sont d'abord les contributions statutaires, et je dis les contributions volontaires, mais il y a aussi un levier qui est important, qui sont les industries culturelles et créatives, qui rapportent énormément d'argent, qui rapportent autant d'argent que l'armement. Et ces industries culturelles et créatives, lesquelles sont-elles? Elles sont les films, elles sont le streaming, elles sont la musique, elles sont la traduction, elles sont les dessins animés, elles sont des dessins animés, elles sont... oui, les dessins animés, le streaming, la traduction,
les livres, et tout cela amène énormément d'argent. Et ce qui est important, c'est évidemment, c'est de faire en sorte que les contenus soient francophones pour qu'on puisse, avec ces contenus et ce streaming, si on le fait correctement, de travailler aussi avec les banques privées et les banques de développement pour qu'on puisse avoir plus d'argent pour mettre à bien, c'est-à-dire réaliser la plupart de ces programmes. Et évidemment, lorsque nous travaillerons et nous comptons travailler avec une plus grande collaboration avec les États membres pour les programmes qui seront là, pour une redevabilité, lorsque les programmes sont conçus et travaillés, coordonnés avec la francophonie, évidemment, les États membres, par les effets thématiques, ils pourront donner un peu plus d'argent par l'effet des programmes qui les concernent, et on pourra comme ça avancer en ce qui concerne le numérique, en ce qui concerne l'éducation ou l'autonomisation des femmes, ou en ce qui concerne le climat. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci, Madame Lumumba. Voilà, je donne maintenant la parole à l'ambassadeur de Tunisie. Merci, Monsieur le Président. Madame la candidate Juliana Amato Lumumba, je vous remercie pour votre présentation. En tant que pays fondateur profondément attaché à l'efficience de notre organisation et au multilatéralisme, la Tunisie souhaite être édifiée sur votre vision quant aux moyens à engager pour encourager les 3 pays qui se sont retirés de l'OIF en 2025 à renouer le contact avec notre organisation et à terme à retrouver leur place au sein de l'organisation. Quelle initiative politique et diplomatique envisageriez-vous d'entreprendre afin d'éviter la surpolitisation du mandat de l'OIF pour que l'organisation se concentre en premier lieu sur sa mission fondamentale de renforcement du multiculturalisme et de la langue française en tant que vecteur de cohésion, de coopération, de développement économique, de rapprochement entre les États membres, associés et observateurs, et ce, dans le respect de la souveraineté des États et des principes directeurs de notre organisation. Je vous remercie. Vous me demandez ce que je compte faire pour augmenter la langue française ou bien ramener ceux qui sont partis. Je n'ai pas très bien compris. On parle des États du Sahel? Oui. En ce qui concerne les États du Sahel, je trouve quand même que c'est très préoccupant et c'est assez sérieux parce que la francophonie et nos États francophones doivent augmenter et nous ne devons pas perdre des membres de notre francophonie. Donc, il est très important d'y aller avec le dialogue et l'écoute. En ce qui me concerne personnellement, je sais que les présidents de ces États ont comme icône mon père Patrice Lumumba. Au moins je suis sûr d'une chose, que si j'y vais et je compte y aller, ils vont me recevoir. Je vais écouter, nous allons dialoguer, nous allons parler pour savoir d'abord quelles sont réellement leurs préoccupations et pourquoi est-ce qu'ils sont partis. Et en dialoguant, en parlant, nous pouvons trouver des solutions progressives pour leur retour. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'il ne faut jamais couper le dialogue. Il faut garder des canaux ouverts de dialogue avec la société civile, avec les populations qui sont là. Et surtout, c'est le dialogue, c'est le respect. Et lorsque les temps viendront et qu'on puisse trouver un accord, évidemment, parce que le retour ne se fait pas, ne se décrète pas, mais cela viendra progressivement par le respect, le dialogue et surtout garder toujours des canaux de dialogue ouverts avec les populations locales. Et lorsque les conditions le permettront, nous pouvons aussi faire des projets avec les populations, que ce soit par l'éducation, ce qui est important, que ce soit l'autonomisation des femmes, que ce soit aussi par rapport au changement climatique, qui est très important dans beaucoup de pays du Sahel qui ont réellement un problème très préoccupant par rapport au changement climatique. Merci, Madame Lumumba. Je ne sais pas si nous avons le vice-ministre de l'Égypte en ligne. Oui, vous avez la parole, Monsieur le vice-ministre. Oui.
Merci, Monsieur le Président. Madame Amato Lumumba, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre exposé de qualité. Nous avons beaucoup apprécié votre visite en Égypte pour présenter votre candidature et vision. Madame, vous avez exposé aujourd'hui une vision qui reflète vos priorités et vous avez présenté plusieurs sujets importants concernant l'avenir de notre organisation. Ma question, si vous serez élu secrétaire général de la francophonie, quel est le premier sujet dans votre liste de priorités à exécuter et comment vous voyez le rôle politique de l'OIF dans un système multilatéral fragilisé de plus en plus et qui face des défis financiers, politiques et sécuritaires? Merci. Je pense que ce qui est important en ce qui me concerne, c'est d'avoir une concertation avec les pays et les gouvernements membres pour la programmation quadriennale 2027-2030. Parce que c'est très important en ce qui me concerne que les États membres aient un mot à dire en ce qui concerne la programmation des programmes et des thèmes qui sont dans le programme 2000 quadriennal, qui soit plus proche, parce que ça sera une coopération concertée, évidemment, avec des thèmes prioritaires pour les États membres et pour la francophonie. Donc, avec cette coordination, nous pourrons avoir non seulement des programmes qui ont de l'impact, mais en plus une redevabilité. Parce que nous devons savoir qu'est-ce que nous venons faire là. Parce que, évidemment, pourquoi est-ce que nous sommes là? Et que les programmes qui sont là ont un impact et qu'on sache avec le suivi, l'évaluation des programmes, si ces programmes ont réellement un impact sur la vie des gens. Et cela est important, pas seulement le secrétariat général seul, mais avec les États membres qu'ils aient quelque chose à dire. Et je pense que cela est très important en ce qui me concerne comme première action de changer l'axe programmatique pour quadriennal de 2027-2030. La deuxième partie de la question, excusez-moi, c'était par rapport... J'ai oublié. Au rôle de l'organisation de l'OIF dans un système multilatéral fragilisé et qui face des difficultés de plus en plus concernant des difficultés ou des défis financiers, sécuritaires et politiques. En tout cas, j'estime, comme je l'ai dit tout à l'heure, que de toute façon, l'aspect sécuritaire est très important en ce qui nous concerne et qu'il y a des conflits qui existent même à l'intérieur de la francophonie et ces crises et ces conflits doivent trouver aussi une solution à l'intérieur de la francophonie. En ce qui me concerne, cela ne doit pas être remis à un seul pays parce que les crises existent, elles se posent à nous. Et c'est pour cela que j'ai proposé la création de l'Académie francophone de la paix qui va non seulement analyser prévention de la paix, former des jeunes et des hommes et des femmes pour la prévention des conflits, pour qu'ils soient des experts de médiation, parce que cela existe, c'est l'analyse et c'est la résolution des conflits à l'intérieur de la francophonie, pas seulement avec les francophones, mais avec les autres agences qui existent, avec les agences régionales qui existent, avec les acteurs sur le terrain, avec les Nations Unies, parce que la francophonie n'est pas là pour évidemment remplacer les Nations Unies ou l'Union européenne ou qui que ce soit. Au contraire, il s'agit que nous coopérons pour une meilleure collaboration, étant donné que nous sommes dans un monde où la brutalité des rapports de force existe aujourd'hui et où la remise en cause aussi de nos normes communes sont là. Donc, il faudrait qu'on y pense et c'est pour ça que j'ai proposé la création de l'Académie francophone de la paix. Et je sais, je vous ai dit que par le gouvernement de la République démocratique du Congo, cela sera très prochainement parce qu'il est doté de 10 millions de dollars dans le prochain budget. Donc nous avons déjà un outil qui sera là. Merci encore, Madame Lumumba. Je donne la parole maintenant à l'ambassadeur du Liban. Merci, Monsieur le Président. Madame Lumumba,
Je vous remercie pour cette présentation dans laquelle vous avez mis en avant une francophonie ouverte, fondée sur la diversité culturelle et la créativité. En tant que représentant du Liban, pays qui a toujours fait de la diversité et de la créativité une composante essentielle de son identité francophone, j'aimerais vous interroger sur la solidarité, également évoquée dans votre présentation. Si vous êtes élu, comment veillez-vous à ce que le principe de solidarité au cœur du projet francophone trouve une traduction concrète dans l'action de l'OIF envers les pays les plus fragilisés? Comment envisagez-vous de transformer cette solidarité en un mécanisme plus structuré et plus opérationnel, permettant aux États membres ayant acquis une expérience dans la gestion des crises, qu'elles soient politiques, économiques, sécuritaires, sanitaires ou humanitaires, de partager leurs bonnes pratiques et de contribuer au renforcement des capacités collectives de l'ensemble de l'espace francophone? Merci. Oui, parce que je vais vous répondre tout de suite. De toute façon, comme j'ai dit, en ce qui nous concerne, de toute façon, nous avons besoin de plus grande formation. Nous avons besoin de nous connecter encore plus fort entre nous. Que les contenus, je préconise qu'il y ait des contenus internationaux, des contenus francophones qui existent. Nous ne sommes pas en guerre avec qui que ce soit, mais il s'agit de renforcer, de toute façon, l'utilisation de français dans nos langues. Parce que dans certains pays, peut-être qu'on trouve que le français, nous ne parlons pas assez français. Mais en ayant circulé assez souvent dans beaucoup de pays, nous sommes très fiers de parler chacun nos langues, que ce soit le swahili, le lingala, le khmer, l'arabe ou ainsi de suite. Mais dans beaucoup de pays, et surtout cette jeunesse qui est 65% de locuteurs des jeunes, ils veulent parler français. Ils veulent se connecter en français. Donc c'est très important pour nous que les données soient en français, que les données soient en français, le contenu soit en français, que la traduction soit en français et qu'on transforme et qu'on forme ces jeunes à l'instrument numérique par cette volonté qu'ils veulent qu'elle parle. Parce que pour nous, le français est une langue de savoir, est une langue de connexion, est une langue qui relie. Et cela est très important en ce qui nous concerne. Et quand vous discutez, et on va dans beaucoup de pays, non seulement en Afrique, mais aussi en Asie et dans d'autres pays, pour nous, c'est important. C'est-à-dire, quand je dis nous, c'est les francophones. C'est pas nous, Juliana Lumumba, c'est nous les francophones. C'est très important d'avoir cette langue qui nous relie, cette langue qui transforme, cette langue par laquelle nous voulons parler et nos contenus, non seulement même au niveau culturel. Il est très important, c'est vrai, d'avoir des dessins animés, d'avoir des jeux vidéo qui sont dans d'autres langues, mais c'est important aussi que nous formions des gens pour qu'ils fassent ces jeux vidéo et ces dessins animés dans les langues et dans les cultures que comprennent aussi nos enfants. Donc c'est aussi un enjeu qui est non seulement un enjeu culturel, c'est un enjeu aussi numérique et de souveraineté numérique qui est très importante par rapport à la formation au numérique et à l'intelligence artificielle qui doit aussi être en langue française. Mais cela se arrivera comment? Comme je disais, par la mobilité. Parce que nous avons besoin de réfléchir, de travailler, de se former, de se connecter. Et cela, ça sera beaucoup plus facile quand les chercheurs en intelligence artificielle, quand les professeurs, quand les enseignants, quand les doctorants, je parle de valeur ajoutée, je parle même de recherches qui peuvent se faire d'un pays quand il y a plus de mobilité, qu'il y ait des chaires et des doctorats croisés, des chaires qu'on peut élever aussi à un niveau autre par la mobilité. Et je dis cette mobilité, elle viendra, elle n'est pas, c'est pas une contrainte, mais elle viendra par la volonté des peuples parce que nous avons des problèmes communs que nous voulons régler, parce que la francophonie doit être aussi le lieu où nous
trouvons des solutions concrètes à nos problèmes. Effectivement, il y a des agences et on a une grande expertise, mais lorsque je parle de la francophonie des peuples, c'est aussi des associations, c'est aussi des communautés qui puissent parler et discuter ensemble. Il y a quelques années, Haïti a envoyé des professeurs de français en RDC, donc c'était non seulement au niveau bilatéral, mais au niveau communautaire. Nous avons trouvé aussi c'était des médecins, si je m'abuse, ils étaient tchèques, qui sont partis au Liban pour dire que c'est important que nous nous parlions, qu'il y ait une plus grande mobilité, qu'il y ait une plus grande solidarité, pour que nous parlions le même langage et trouvons les problèmes que nous pouvons résoudre ensemble en tant que francophones. Et cela, pour moi, une manière d'être plus inclusif, plus proche des gens et surtout que nos programmes aient un impact sur les populations. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Madame Lumumba. Je donne la parole au représentant personnel du Premier ministre du Canada. Bonjour, Madame Lumumba. Le développement de la francophonie économique est une priorité pour le Canada. Nous souhaitons créer un environnement favorable à l'investissement, au commerce, à l'innovation entre les États et gouvernements membres, en nous appuyant sur notre langue commune, sur nos valeurs communes. Quelle est votre vision pour la francophonie économique? Quelle est votre vision pour que cette dernière génère des retombées concrètes? Et comment entendez-vous en assurer la mise en œuvre si vous êtes élu? Tout à l'heure, évidemment, il y a la francophonie économique. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. J'avais parlé, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, évidemment, des contributions statutaires des membres. J'ai parlé évidemment qu'il fallait augmenter. Bon, le secrétaire général doit s'impliquer personnellement pour rassembler les arriérés des contributions statutaires. Et aussi, quand je parle des contributions volontaires et fléchées, lorsque les programmes intéressent les pays, évidemment, nous avons des contributions qui sont plus généreuses. Mais j'ai surtout parlé des industries culturelles et industrielles. Ce n'est pas parce que j'étais ministre de la Culture, mais je sais que ces industries culturelles et créatives ramènent autant d'argent que l'armement. Mais il s'agit de les structurer. Il s'agit évidemment par le streaming, par les films, par la musique, par les dessins animés, comme je dis, et les jeux vidéo. Ce sont tous des outils qui sont là à notre portée, mais effectivement, il faut les structurer pour qu'ils puissent avoir un répondant par rapport aux banques privées. Parce que quand on parle des industries culturelles, évidemment, nous devons avoir des partenaires privés et des partenaires, évidemment, multilatéraux qui comprennent comment est-ce que le programme ou le catalogue des films ou bien des contenus de musique, comment peuvent-ils le traduire en argent, comme je dis, parce que ce n'est pas très visible et c'est un travail qui doit être fait au niveau de la francophonie, de faire en sorte que cela soit plus clair pour les banques et pour nos partenaires des banques de développement pour qu'on puisse augmenter le financement de nos projets. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vous remercie, Madame Lumumba. Et je passe maintenant la parole à l'ambassadrice de la Bulgarie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Lumumba, pour votre présentation. Vous avez évoqué la francophonie des peuples et je voudrais savoir comment renforcer le lien entre la francophonie institutionnelle et la francophonie des peuples, ainsi que comment renforcer les échanges et la coopération entre les pays des différents continents de l'espace francophone. Merci. De la francophonie des peuples, ce sont non seulement les États, mais aussi les communautés. Et je disais que
proposer des rencontres interculturelles francophones. C'est à travers ces rencontres interculturelles francophones que j'ai fait tout un interculturel francophone de plusieurs manières, où les gens se parlent, les gens dialoguent, les gens sont ensemble, parce que l'écoute de l'autre est importante. Il ne s'agit pas seulement de se tolérer, il s'agit de se parler, de dialoguer, c'est-à-dire de se connecter ensemble. L'écoute de l'autre est important, le regard de l'autre est important. Et quand je parle de ces rencontres interculturelles francophones, il y a des sommets des cultures francophones qu'on peut évidemment créer à travers ces biennales, parce que je voudrais que ce soit des biennales, des rencontres interculturelles. C'est là que les gens vont se rencontrer. Non seulement les membres, mais les communautés aussi qui existent, les femmes qui existent, les jeunes qui existent, ceux qui se rencontrent. Il y aura un marché mondial des industries culturelles et créatives. Ils viendront, tous ceux qui sont les créateurs, ainsi de suite, de différents pays qui sont intéressés. Une exposition universelle des arts francophones, cela aussi, ça sera un lieu, un rendez-vous de culturel où les gens pourront se parler et se voir. C'est-à-dire créer des instants, créer des moments, un grand salon d'innovation numérique. Là aussi, nous aurons les différents pays francophones qui sont intéressés et qui seront là et qui pourront se parler, se voir et se rencontrer et créer ensemble et innover ensemble et monter ensemble. Quand j'ai parlé de toutes ces dénominations, cela ne veut pas dire que cela se fera en un jour. Je parle d'une biennale qui sera organisée avec les États membres, avec les communautés, pour qu'on puisse voir quel est le programme qui aura le plus grand impact avec les différentes communautés. Non seulement les membres, mais les communautés, les sociétés civiles, les femmes, les hommes, les entrepreneurs qui sont très dynamiques et avec lesquels on peut créer ce que j'appelle la francophonie des peuples. Plus de solidarité, plus d'inclusivité, plus d'unité entre les différents, parce que c'est une telle richesse, hein, cette diversité. Cette diversité, elle est extraordinaire. On n'a pas de lieu, on a autant de diversité. Donc c'est un lieu aussi où il y a une formidable force multilatérale qui est non conflictuelle et qui est là, à l'intérieur, et qu'on devrait encore mieux utiliser et mieux aller de l'avant encore plus. C'est-à-dire, vous êtes albanaise, je suis du Congo, j'aime bien parler ma langue, qu'il soit le lingala ou le swahili, vous parlez votre langue, mais notre langue commune, aujourd'hui, c'est quoi? C'est le français. C'est une langue qui relie, c'est une langue par laquelle nous communiquons, c'est une langue par laquelle nous pouvons innover, c'est une langue par laquelle nous avons, avec notre regard qui respecte l'autre, avec notre écoute qui écoute l'autre, nous pouvons monter et nous pouvons trouver la dignité retrouvée des pères de la francophonie telle qu'ils l'avaient pensé et réalisé. Je vous remercie. Je voudrais passer maintenant la parole à l'ambassadeur du Cap-Vert. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de remercier Madame Lumumba pour sa présentation. Madame Lumumba, vous proposez une francophonie plus solidaire et plus inclusive. Ma question, c'est quelle est votre vision pour améliorer l'efficacité de la coopération multilatérale de l'OIF, notamment en faveur des pays les plus vulnérables, y compris les petits pays insulaires en développement? Quelle est ma vision pour les petits pays de l'OIF? Je n'ai pas compris. Quelqu'un peut-il m'aider? Donc, quelle est votre vision pour améliorer l'efficacité de la coopération multilatérale de l'OIF, notamment en faveur des pays les plus vulnérables, y compris les pays, les États insulaires en développement?
En ce qui me concerne, il n'y a pas de petits pays en ce qui concerne l'OIF et de grands pays. Nous pouvons être un pays comme chez nous avec 100 et quelques millions d'habitants, avec Andorre qui est en 40 000, mais lorsque nous votons, nous avons une seule voix et ça appelle à plus d'humilité, n'est-ce pas? D'autre part, en ce qui concerne les pays comme le Cap-Vert, c'est vrai que j'en ai parlé par rapport au pacte climatique, qui sont des pays qui sont fragilisés par le changement climatique, et je préconisais qu'il y ait une plus grande, c'est-à-dire que nous travaillons beaucoup plus avec l'Institut francophone de développement durable, non seulement pour trouver des financements par rapport au climat, pour trouver aussi, quand je parle de francophonie des peuples, il ne faut pas oublier aussi qu'à l'intérieur de la francophonie, il y a des pays qui sont très avancés en ce qui concerne le changement climatique et la lutte contre les changements climatiques, et ils ont des programmes qui sont absolument formidables. Donc on peut se rapprocher de ces pays en tant que pays et trouver quelles sont les solutions que nous pouvons faire ensemble à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de l'Institut français, l'Institut francophone de développement durable, il faut trouver non seulement des financements, mais il faut aussi trouver des solutions pour les vies durables, pour une agriculture résiliente et résoudre ensemble, parce que c'est important aussi de protéger le vivant. Et c'est important d'être à côté des pays qui sont vulnérables, non seulement par rapport au Cap-Vert pour l'eau, par exemple, et les océans, mais nous avons aussi ce problème climatique avec les pays de la désertification de pas mal des pays qui sont en Afrique. Parce que je sais, par exemple, que nous avons un problème sérieux avec le Tchad et le Congo. Donc, nous avons tous les bétails d'Imbororo qui viennent chez nous, par exemple, et cela pose un problème. Et nous devons trouver des solutions, parce que non seulement des problèmes vis-à-vis de la désertification, mais cela pose aussi des problèmes de sécurité. Donc, avec toutes ces populations qui ne sont pas aux frontières, mais qui sont à l'intérieur des pays. Donc, vous voyez bien que nous avons quelques défis à régler par rapport au changement climatique, de sécurité, et évidemment, nous devons les réfléchir ensemble, les travailler ensemble à l'intérieur de l'Institut francophone de développement durable. Pour la sécurité, évidemment, nous devons y réfléchir ensemble, comme je dis, à l'intérieur de l'Académie francophone de la paix, mais aussi, il faut toujours travailler avec les autres organismes et institutions qui existent, que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Union européenne, que ce soit toutes les autres aussi organisations régionales avec lesquelles nous pouvons travailler pour régler ces problèmes qui se posent à nous de façon très forte en ce moment. Je vous remercie pour votre réponse. Et la parole maintenant est donnée à l'ambassadeur de Belgique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame Lumumba, vous avez répondu déjà à plusieurs questions que je voulais vous poser, donc, et à satisfaction. Donc, je passe mon tour et comme ça, d'autres personnes auront des possibilités à vous interroger. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre non-question. Et maintenant, nous avons juste le temps pour... attendez. La Suisse. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame Amato Lumumba. J'ai aussi une question qui suit un peu dans le sujet de l'intelligence artificielle, dont vous avez à juste titre relevé aussi l'importance. Et moi, j'ai plutôt une question à vous en termes de gouvernance. Donc, le multilatéralisme et Genève en étant un pôle mondial de la gouvernance de la diplomatie numérique,
quel rôle vous voyez là pour l'OIF et quelles ressources vous voyez que l'OIF peut mettre à disposition pour garantir une place du français dans ces technologies numériques et l'intelligence artificielle? Oui, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, évidemment, le problème est très sérieux et important parce que l'intelligence artificielle, elle est déjà là. Comme je dis, elle est en train de transformer nos administrations, l'école et un peu partout. Donc, l'intelligence artificielle, on doit l'intégrer, de ne pas en avoir peur. Mais je disais qu'il était important en ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est qu'on l'intègre aussi dans notre école, qu'on l'intègre à l'intérieur de l'université. C'est-à-dire que nous devons préparer les jeunes, protéger les données. Nos données doivent être en français, les outils, développer des contenus francophones, des données francophones, des outils de traduction, de transcription, des voix qui comprennent mieux nos accents, nos expressions, nos institutions et nos réalités. C'est-à-dire qu'on prépare les jeunes à protéger leurs données, à valoriser des langues et participer à la création des outils de demain. C'est-à-dire que cette formation au niveau de l'intelligence artificielle et des données du numérique, elles sont très importantes parce que c'est leur génération. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est les aider à avoir une meilleure formation dans le numérique, à être des experts dans le numérique, parce que c'est leur vie et c'est la vie de la francophonie. On ne peut pas toujours être en arrière. C'est-à-dire que nos pays puissent apprendre aux jeunes les bases du numérique, de la cybersécurité francophone, de l'entrepreneuriat et la création de contenus. Et c'est très important qu'on ait des contenus internationaux au niveau international en français. Et ça, c'est très important parce que cela, on peut même créer au niveau de l'entrepreneuriat qu'il y ait aussi des investissements qui soient francophones. Et je pense que lorsque nous allons vers la formation des jeunes, vers la sécurisation, la cybersécurité en francophone, nous mettons le pied, c'est-à-dire que nous ne devons pas subir ce qui se passe avec l'intelligence artificielle dans d'autres langues, mais nous devons non seulement nous préparer, devancer, planifier et nous connecter et organiser. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'on sera plus à même d'être, comme je dis, up-to-date en ce qui concerne la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Merci encore une fois, Madame Lumumba. Nous arrivons maintenant au terme de cette audition. Je sais qu'il y a encore des participants sur la liste qui voudraient intervenir pour poser d'autres questions, mais malheureusement, notre temps est fini. Et je vous remercie pour ces échanges, Madame Lumumba, et vous souhaite une bonne fin de journée.